Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'Instant Éco, votre émission économique. Aujourd'hui, édition un peu spéciale. François Bayrou, le Premier ministre, a décidé de présenter ses pistes pour le budget 2026 en plein été, pratique et historique. Pour réduire le déficit à 3% d'ici 2029, Bayrou a avancé un plan qui va être très dur pour les Français. Et oui, nous dépenserons trop par rapport à nos recettes, avance le gouvernement. Alors oubliez le mot recette, car nos élites politiques ont décidé d'aller chercher dans les dépenses. On ne se refait pas. Au menu, plus de 40 milliards d'économies. Pour 2026, Bayrou annonce 20 milliards d'économies sur la dépense publique, 10 milliards sur l'État et ses opérateurs, avec des réorganisations, fusions et la suppression de 3000 postes, 5,3 milliards sur les collectivités locales, vos mairies, bus scolaires, crèches, entretien de la voirie, c'est ça, et 5,5 milliards sur les dépenses sociales. Alors services publics, classe moyenne, précaires, chômeurs, malades, ce ne sera pas votre année. Et surtout, le Premier ministre annonce que l'année 2026 sera une année blanche. Tout est gelé, les budgets, le barème de l'impôt, pas de prestations revalorisées, les salaires non plus. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement annonce aussi la suppression de 2 jours fériés, le durcissement encore de l'assurance chômage. Et puis on se questionne même sur la fin des 35 heures et la 5e semaine de congés payés contre rémunération. Et sur la santé, on veut durcir l'ALD, moins rembourser les médicaments et actes médicaux. On va regarder tout ça, mais ne vous inquiétez pas, François Bayrou a dit que l'effort est juste et partagé. Pour parler de tout ça, on reçoit aujourd'hui Yuli Yamamoto, porte-parole d'Attaque. Bonjour. Bonjour. Frédéric Farah, économiste et essayiste. Et Nicolas Da Silva, économiste spécialisé dans la sécurité sociale par Visio. Bonjour à vous trois. Frédéric, toi tu travailles sur l'histoire économique. Est-ce qu'on a déjà vu ça en France, un budget aussi austéritaire, aussi dur ? Ces questions, évidemment, sont des questions anciennes. L'obsession de l'équilibre budgétaire est une obsession du passé. Oui, il y a eu des moments historiques où on a voulu faire des tournants de la rigueur. On peut voir, évidemment, alors c'est pas aussi dur, mais un tournant de la rigueur en 58, au moment de la naissance de la Ve République, pour le plan Pinay-Rueff, pour faire rentrer la France dans ses obligations européennes. Ensuite, il y a eu le plan Barre au milieu des années 70, puis il y a eu le tournant de la rigueur en 83, et on pourrait préciser tout ça. Mais comme je suis attaché à l'histoire, je suis venu avec un petit texte que je voulais vous lire pour vous montrer que nous sommes dans la répétition du même. Alors, nous sommes en 1941. C'est Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation à l'époque de Léon Blum, qui, dans ses mémoires, dit ceci. Je le dis parce que j'aime lire ce texte et je suis content, merci de me donner l'occasion de le citer. « Vous pouviez librement couvrir debout le chef de l'État et ses ministres, nier effrontément nos engagements internationaux les plus évidents, désavouer le gouvernement de votre pays en pleine négociation diplomatique, donner tort à la France devant l'étranger, bravo, c'était de bonne guerre. Mais il vous était défendu de critiquer la mystique de l'équilibre budgétaire, sous peine d'être considéré comme un traître et accusé de provoquer des catastrophes. Une puissante cohorte veillait jalousement sur le respect de la sainte orthodoxie. Au premier rang se distinguait la presse et ses chroniqueurs spécialisés, les économistes, les banquiers, les partis conservateurs, mais derrière ces troupes de choc se dessinait toujours la toute-puissante inspection des finances. Le premier résultat de cet état de choses a été la paralysie gouvernementale par crainte de compromettre, écoutez bien à la fin, l'équilibre budgétaire, cet idéal constamment entrevu, jamais atteint. Ouais, donc 1941. C'était pas mal du tout. Vous voyez, Jean Zay nous racontait des choses qui sont étrangement d'actualité. Donc, l'histoire de l'équilibre budgétaire. Et en fait, c'est très intéressant parce que du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avant qu'on revienne à notre ami Bayrou, il fallait penser l'État comme une famille. Il fallait dire que l'État, c'était comme un ménage, comme vous et moi. C'est-à-dire qu'il ne devait pas dépenser plus qu'il ne gagnait, que le budget ne devait pas avoir un rôle pour soutenir ou contrecarrer les crises. Et ça, c'était une théorie qu'on a jugée archaïque, au sortir de la guerre, à la suite des travaux de Keynes et d'autres. Et ce qui est amusant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ces vieilles doctrines budgétaires qui ont été énoncées au XIXe siècle, on disait même du budget, il doit être géré, on faisait un clin d'œil à Napoléon, en bon père de famille, on disait ça. Et étrangement, revoilà une vieille doctrine budgétaire qui revient nous hanter depuis maintenant plus de 3 décennies. Donc, François Bayrou s'inscrit dans cette vieille doctrine budgétaire qui avait été considérée comme dépassée. Mais je terminerai là-dessus en disant que, contrairement à la science physique, la science économique, malheureusement, n'est pas cumulative. C'est-à-dire quoi ? Une fois qu'on a constaté que la Terre
n'était pas plate et qu'elle tournait, plus personne ne peut dire aujourd'hui qu'elle est plate et qu'elle ne tourne pas. Ce qui est bien en économie, c'est qu'on a pu tenir ce genre de doctrine ancienne et les recycler 60 ou 70 ans après. Donc c'est ça qui donne un peu un parfum curieux à cette affaire. Voilà. Et je suis très content, merci de m'avoir donné la possibilité de le lire parce que c'est un texte qui est peu connu et qu'on a l'impression qu'il a été écrit par quelqu'un hier soir alors qu'il a été écrit en 1941. Yuli, est-ce que là, on est face à d'énormes régressions sociales? Je vois beaucoup de gens inquiets qui ont été dans tous les combats pour les acquis sociaux, dont Attaque. On parle des 35 heures, on parle de jours fériés, de congés payés, puis surtout, ce dont on parle peu, c'est la régression budgétaire dans les services publics, le gel de tous ces budgets. Donc, en fait, avec l'inflation, voilà, c'est pas compliqué de calculer. Est-ce que là, il y a une inquiétude à Attaque ou comment tu l'analyses, en fait, ce nouveau budget-là? Nous, on pense que c'est particulièrement alarmant et c'est pour ça qu'on a reconsidéré d'ailleurs nos priorités politiques en sentant venir cette austérité, cette petite musique de l'austérité. Ça a été très bien dit. C'est bien une vieille rengaine qui arrive et ils vont vouloir nous imposer quelque chose d'historiquement injuste, inefficace. Et nous, on pense qu'il y a un enjeu à déjà déconstruire le discours et à dire... Là, on part le postulat, c'est qu'on part d'un mensonge. Il faut qu'on reprenne les choses dans l'ordre. Et il y a un contexte. Il y a un contexte, les choses vont très vite, les choses s'aggravent très vite. Et il y a une crise écologique et sociale majeure. Et c'est pas en appauvrissant la population tout en épargnant les grandes entreprises et les ultra-riches qu'on va s'en sortir. Il y a bien une gronde sociale. Ça s'est vu, par exemple, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes où c'était la taxe carbone, la taxe de trop. Ils ne voulaient pas la payer, ce qui était parfaitement légitime. Aujourd'hui, c'est ça qui ressort. Les gens comprennent ce qui est en train de se passer, pourquoi ils devraient se serrer la ceinture, alors qu'il y a d'autres types de ressources. Et nous, notre rôle, c'est de montrer que c'est bien un mensonge, c'est bien une instrumentalisation de la peur. Notamment, il a parlé, François Bayrou, de pronostic vital engagé. Ça fait des années qu'on entend que l'État pourrait être en faillite, qu'ils agitent le spectre de la dette, etc. Ils veulent faire peur aux gens, mais les gens ne sont pas dupes. Les gens se rendent compte qu'en fait, ils vont juste payer les pots cassés de leurs erreurs, les pots cassés de leurs erreurs politiques. Et ça, depuis 2017, on suit en fait les choix politiques d'Emmanuel Macron pour montrer à quel point en fait il a mené une politique en suivant la doxa néolibérale, c'est-à-dire beaucoup de cadeaux aux grandes entreprises et aux ultra-riches, donc des cadeaux fiscaux pour soi-disant emploi, productivité, croissance, sauf que les résultats ne sont pas là. Et ça, c'est leur propre organisme, Matignon, France Stratégie, qui montre que le succès n'est pas au rendez-vous et qu'il va falloir imaginer d'autres choses. Et même là, récemment, donc l'OFCE a dit qu'il fallait pas... le problème de la dette, c'était pas les dépenses, c'était les recettes, un manque de recettes. Et nous, notre rôle, c'est de imposer l'idée qu'il va pas falloir taper sur les gens. Ils ont assez fait d'efforts comme ça. Il va falloir se concentrer sur les recettes. Et notamment, c'est pour ça qu'on a produit une note sur la dette pour montrer d'où vient la dette, cette fameuse dette agitée comme un épouvantail, d'où vient la dette, et on a montré qu'un quart de la dette est due aux cadeaux fiscaux de Macron depuis 2017. Justement, on va rentrer dans le fond, ça va permettre, cette émission va permettre de déconstruire tous ces arguments qui sont un peu multipliés et répétés sur les plateaux, parce que tous les libéraux s'affairent à justifier ce plan qu'on rappelle très dur en avançant ces arguments. 5,8% de déficit en 2024. Et je cite le Premier ministre: la menace d'écrasement par la dette est ainsi devenue réelle. Elle représente désormais 114% du produit intérieur brut, PIB, et son remboursement ne cesse de peser de plus en plus lourd dans notre budget. Chaque seconde, la dette augmente de 5 000 €. C'est la dernière station avant la falaise. Frédéric, est-ce que c'est si l'urgence et le danger que ça ? Non. Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord... il n'y a pas économiquement un consensus pour dire 3%, c'est vraiment la chose qu'il faut viser, c'est indiscutable. Et tous les économistes tombent d'accord sur l'idée que le 3%, ce fétichisme, eh bien, il doit être défendu. Ça ne veut rien dire. On voit des pays qui ont plus de déficit, c'est le cas parfois des États-Unis ou d'autres. Ça n'implique pas forcément un appauvrissement ou que sais-je. Deuxièmement, ce chiffre de 100 et quelques pourcents a vocation à faire peur, laissant à croire que dans une année de production, il va falloir prendre plus de 100% à rembourser ceci.
Ce chiffre aussi pose un problème parce que quand en économie, on met en lien la dette et le PIB, c'est-à-dire on met en lien un stock qui est la dette avec un flux qui est le PIB. Alors, comparer un stock et un flux, c'est problématique d'un point de vue de la méthodologie économique. Ça, c'est encore autre chose. Non, la question n'est pas là. C'est-à-dire que, en plus, notre dette, globalement, ces dernières années, nous a coûté moins cher. Et quand on observe la manière dont France Trésor, qui est l'organisme chargé de placer la dette française sur les marchés financiers, le place sans difficulté et on ne rencontre aucune difficulté à le faire. Donc là, c'est quelque chose d'excessif. Ce qu'il faudrait regarder, cependant, c'est que dans ce raisonnement, dans ce débat, il y a un biais. On raisonne comme si on n'était que dans une affaire française. Or, c'est une erreur. C'est-à-dire, pour penser les choix économiques aujourd'hui, on doit les penser dans le cadre macroéconomique européen que nous avons choisi. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit ? On voit quelque chose qui m'inquiète plus que l'histoire de la dette, toutes les secondes, tout ça, c'est la machine à faire peur. C'est que la Banque centrale européenne a changé sa politique monétaire et qu'aujourd'hui, par rapport au rachat de titres de la dette, etc., elle a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle le fait moins, elle va le faire de moins en moins. Exerçant là un rôle politique qu'elle ne devrait pas normalement faire, qui est exercer une pression sur les gouvernements par rapport à certaines orientations budgétaires. Et on a vu dans le passé combien la Banque centrale européenne savait faire ça, dans le cas d'Italie en 2011 en procédant à un changement de gouvernement, dans le cas de la Grèce en asphyxiant le printemps grec d'il y a 10 ans, elle sait très bien le faire. Donc aujourd'hui, cette espèce d'inquiétude qu'on veut nous faire croire, c'était le rapport Pébro qui nous disait qu'on était fini, c'était Fillon au moment de la crise de 2007-2008, je suis à la tête d'un État en faillite. Donc en fait, c'est une vieille rengaine. Et là, l'inquiétude n'est pas là. Ce qu'il faudrait faire, c'est pas de faire peur aux gens avec des déficits et avec des chiffres qui feraient peur. C'est de réfléchir comment on peut concilier une politique économique dans un cadre très difficile qui est le cadre européen qui le permet difficilement, qui à la fois concilie la production de richesses, mais en tenant compte des contraintes environnementales et de la justice sociale. Et c'est en fabriquant plus de revenus de manière plus intelligente et plus propre que l'on va combattre la dette, que dans des exercices fiscaux pareils qui n'aboutiront ni à la justice sociale, ni à l'efficacité économique, et non pas à la réduction de la dette, parce qu'à la fin, ça fait moins d'activité, donc moins d'activité, moins de rentrée, plus de déficit, plus de déficit, plus de dette. Et comme effectivement, on va laisser le chômage s'accroître, la consommation des ménages va baisser, eh bien, résultat des courses, déjà qu'on a une pauvreté à 15% de la population, elle va augmenter, la répartition du revenu va devenir encore pire. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle de la mauvaise économie. Et preuve en est. Je donne un exemple. On en a insuffisamment parlé. Il y a eu une contribution récente de la SNCF indiquant que notre système de train et nos systèmes ferroviaires n'allaient pas bien. Pourquoi ? Parce qu'entre 88 et 2010, on a sous-investi dans le rail. Donc le sous-investissement, le fait de comprimer l'activité ne permet pas de réduire la dette si on veut la réduire ou de réduire les déficits. En fait, il cède à cette espèce de bizarrerie que la Commission européenne avait vendue dans les années 2010, qui avait un nom charmant qui s'appelait l'austérité expansive. Oh, j'adore cette idée. L'austérité expansive, c'est-à-dire que en gros, on réduit la dépense, on est violent, les investisseurs sont séduits par notre opération, décident de nous proposer des taux d'intérêt moins chers pour notre dette et investissent parce qu'ils voient qu'on est sérieux. Ça n'a pas marché. Donc en gros, on reprend de vieilles recettes qui à la fois socialement sont inacceptables et économiquement fausses. On va se pencher sur le volet santé parce que là aussi il y a des choses à dire. Donc pour ça on reçoit Nicolas Da Silva, économiste spécialisé dans la sécurité sociale. Pour faire des économies, François Bayrou a affirmé vouloir responsabiliser les patients. Ça passe par l'augmentation des plafonds annuels des franchises et participations forfaitaires et des montants payés sur les médicaments et actes médicaux, le durcissement de l'ALD et les remboursements, s'attaquer aux arrêts maladie. Je cite le gouvernement, nous devons retrouver la maîtrise de nos dépenses de santé. Si nous ne faisons rien, la dépense de santé augmentera de 10 milliards l'an prochain. Un effort de 5 milliards l'an prochain est possible et essentiel pour contribuer autour à l'équilibre de la sécurité sociale d'ici 2029. Nicolas, je te repose la question parce qu'on doit le démonter à chaque fois, mais est-ce que la Sécu est-elle si déficitaire qu'on nous le prétend ? Il faut absolument commencer tous les débats sur la sécurité sociale et bien entendu sur les comptes publics en général par la volonté de dédramatiser la situation. On voit bien que là, encore une fois, les mots, les chiffres sont en ordre de bataille pour faire peur et pour anesthésier le débat public. Et donc là, alors, il y a quelques années, c'était la dette par enfant qui allait accabler la vie de ses enfants pour toute une génération. Là, cette fois-ci, c'était les 5 000 € de dette par seconde ou par heure, je ne sais plus. Enfin, tout ça,
tout ça n'est pas très sérieux et il faut vraiment dédramatiser la situation en disant que, bien sûr, le gouvernement a beaucoup fait pour que la situation se détériore, mais même avec ces mauvaises politiques de ces dernières années, la sécurité sociale, elle va plutôt bien, en fait. Parce que quand on regarde, et si on a envie d'avoir peur, on peut avoir peur. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais pas pour des raisons économiques liées à la sécurité sociale. On peut avoir peur du changement climatique, on peut avoir peur de la montée de l'extrême droite, on peut avoir peur des conflits militaires partout dans le monde, mais peur pour l'état des comptes publics, à mon avis, tout ça est très, très exagéré. Et si on prend l'exemple uniquement de la sécurité sociale, le déficit attendu de la sécurité sociale en 2025 est de l'ordre de 22 milliards d'euros. Alors évidemment, 22 milliards d'euros, on peut se dire c'est excessif, c'est absolument incroyable, etc., etc. Parce que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire 22 milliards d'euros. Même nous, économistes, qui avons l'habitude de manier ces chiffres, journalistes, on ne voit pas du tout ce que c'est. Mais finalement, 22 milliards d'euros, quand on compare au budget du régime général de sécurité sociale, qui est de plus de 650 milliards d'euros, finalement, c'est moins de 3-4% des recettes. Alors, c'est pas rien. Mais finalement, ça fait beaucoup de milliards, mais par rapport à ce que représente la sécurité sociale, c'est pas si important. C'est moins d'un point de PIB. L'essentiel de la dette publique, du déficit public, ça vient de l'État, pas de la Sécu. Et pourtant, à chaque fois, c'est toujours les mêmes discours qui visent à culpabiliser la population parce qu'elle aurait des droits trop généreux, que ce soit à la retraite ou bien entendu sur les questions de santé. Alors, ceci étant dit, bien sûr, la situation a pu se détériorer, mais pourquoi elle s'est détériorée? Pas du tout pour les raisons qui sont habituellement dites dans le débat public. Alors l'année dernière, c'était le dérapage des dépenses. Cette année, il revient l'idée de responsabiliser les patients. Tout ça n'a pas de sens. En tout cas, il faut être capable de mettre des arguments en face. Et il n'y en a pas des arguments. Parce que, en fait, la raison pour laquelle le déficit de la Sécu augmente, ils sont très bien connus. C'est parce qu'il y a une politique des caisses vides. Parce que depuis des années, on a décidé de se passer de recettes par des politiques de exonération de cotisations, exemption de cotisations, qui de plus en plus sont non compensées, ce qui signifie qu'on organise le fait que la sécurité sociale ait moins de recettes que ce à quoi elle pourrait s'attendre étant donné la législation en vigueur. Pour donner un ordre de grandeur, j'ai dit tout à l'heure, les recettes de la Sécu attendues en 2025, c'est environ 650 milliards. Les pertes de recettes organisées, c'est de l'ordre d'une centaine de milliards. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on peut aller tout rechercher rapidement. Ce n'est pas possible. Mais on peut regarder dans cette direction-là, et c'est évidemment ce qui n'est pas fait. Ça, c'est un premier point sur la politique des caisses vides. Un deuxième point très important sur la politique des caisses vides, et qui concerne en particulier la santé, c'est le fait qu'on a, ces dernières années, augmenter les dépenses sciemment sans augmenter les recettes qui sont censées financer ces dépenses. Et en fait, le cas central et qui est absolument massif, et donc le débat public ne parle pas, c'est le Ségur de la santé. Vous vous rappelez, on était en mars 2020 sur l'hôpital de campagne de Mulhouse, le président de la République annonce un plan massif pour l'hôpital. Ce plan massif, par la suite, il s'est appelé Ségur de la santé. Et en fait, il s'agit essentiellement d'augmentation de rémunération. À la fin, cette augmentation de rémunération était de l'ordre de 13 milliards d'euros par an. Sauf qu'en fait, ces 13 milliards d'euros, ils n'ont jamais été financés. Et alors, quand on regarde, évidemment, comme ce sont des augmentations de rémunération, c'est des augmentations pérennes. C'est moins de 13 milliards tous les ans. Et d'ailleurs, ce sera de plus en plus, puisqu'il y a des augmentations de rémunération qui sont liées à des effets liés aux lois qui gouvernent ces dispositifs. Et alors, quand on regarde le déficit de la branche maladie, parce que l'essentiel du déficit de la Sécu, c'est la branche maladie ces temps-ci. En fait, le déficit de la branche maladie, en 2023, c'est moins 11. En 2024, c'est moins 15. C'est moins 11 et moins 13. Et en 2025, cette année, ça serait moins 16. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? En fait, l'essentiel du déficit de la sécurité sociale, c'est ce Ségur de la santé qui n'a jamais été financé. Et pourtant, on va culpabiliser les malades. Alors que, en fait, c'est très difficile de démontrer qu'il existe de la fraude dans le système de santé. Alors, il en existe, mais son importance est marginale. Et donc, ce que fait le gouvernement, on pourra rentrer dans le détail des mesures, ce que fait le gouvernement en voulant réduire les droits, c'est que pour financer le Ségur de la santé, c'est-à-dire pour financer les augmentations de rémunération des personnels hospitaliers principalement, il va remettre en cause le droit des malades. Et ça, ce n'était pas prévu dans l'allocution du président en mars 2020.
Et donc, soit on considère que ces augmentations de rémunération n'étaient pas légitimes, et donc on dit, on remet en cause ces augmentations de rémunération, soit on considère qu'effectivement, les soignants qui étaient parmi les plus mal payés d'Europe et qui le sont encore assez largement, avaient une légitimité à avoir leur rémunération augmentée, mais alors on se dit, comment est-ce qu'on finance ça ? Et donc la question se pose. Moi, je suis universitaire, je n'ai pas à dire ce qu'il faut faire, mais la question qui se pose, c'est est-ce que ces augmentations de rémunération, le Ségur, il faut le financer en réduisant le droit des gens ou en affectant des ressources supplémentaires ? Et en fait, il serait tout à fait possible d'affecter des ressources supplémentaires, tant ces dernières années, on a vu qu'il y a vraiment une politique des caisses vides. Est-ce que ça va être vraiment rentable de faire payer les malades, ou c'est juste des mesures comme ça pour faire 2-3 économies et assumer un programme politique ? Alors, ça dépend pour qui rentable. En économie, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est rentable, c'est efficace, c'est performant ? Ça dépend pour qui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'idée de responsabiliser les patients n'a pas de sens, surtout dans ces cas-là. Parce que là, ce qu'ils veulent faire, ce que le gouvernement veut faire, c'est augmenter les plafonds des franchises et participations. En fait, ces franchises et participations, c'est à chaque fois qu'on a des consommations de soins, le médicament, le professionnel de santé, des transports sanitaires, on paye un bout qui n'est pas remboursé par la complémentaire santé. Sauf que, comme ça peut vite être cher pour des gens qui sont plutôt très malades, il y a un plafond. Au-delà d'un certain montant, on ne paye plus les franchises. Là, l'idée, c'est de responsabiliser. Donc là, c'est toujours la même rengaine, responsabiliser. Sauf qu'en fait, tous ces soins sont prescrits. C'est-à-dire que c'est bien un professionnel de santé, souvent le médecin, qui considère qu'il y a un problème médical et donc qui prescrit les soins. Ce n'est pas les patients qu'il s'agit de responsabiliser. Personne n'a des ordonnances sur soi pour pouvoir aller voir le médecin. Et donc, c'est d'autant moins de la responsabilisation que la façon dont sont récupérées ces sommes, en fait, les gens ne les voient pas, en tout cas, ne les voient jamais directement. C'est-à-dire que ces sommes, elles sont récupérées après coup, en déduction de la carte vitale sur les soins d'après. C'est-à-dire que les franchises, on ne les paye pas directement, on les paye par une déduction sur les soins qu'on aura dans le futur. Donc là, il n'y a pas vraiment d'enjeu incitatif, pour reprendre le langage d'une certaine théorie économique. Donc ça ne marche pas. Pour les ALD, les affections longue durée, il faut savoir c'est ça aussi. Est-ce que c'est indécent de parler de responsabiliser les patients dans le sens où s'attaquer à l'ALD, est-ce que ce n'est pas un pas de plus qui est dangereux là ? Mais en fait, là... Alors, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'idée de responsabiliser les patients à ALD, il y a simplement l'idée de dire, qui est déjà très, très étonnante, que parmi l'ensemble des ALD, des affections longue durée, il y a des gens qui sont dans des situations sanitaires plus ou moins graves. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, toutes les personnes en ALD sont encore une fois reconnues par des professionnels. On n'a pas une ALD, on n'a pas le dispositif ALD comme on veut. Et surtout, quand on est en ALD, on n'est pas remboursé à 100% des soins de santé. Je prends un exemple. Si vous êtes reconnu ALD parce que vous êtes diabétique, vous êtes remboursé, vous êtes exonéré du ticket modérateur uniquement pour les soins qui concernent le diabète. Si vous avez des soins qui concernent autre chose, vous n'êtes pas remboursé à 100%, vous êtes comme les autres. Ce qui fait que, en fait, les gens qui sont en ALD, ce ne sont pas des privilégiés pour 2 raisons. D'abord parce que c'est des gens qui sont plus malades que les autres. Qui veut vivre ces vies aussi difficiles sans être remboursé ? Personne. C'est pour ça qu'on a inventé la sécurité sociale en partie. C'est parce que c'est des vies difficiles à vivre quand on est très malade et surtout quand on n'est pas en mesure de se soigner. Donc ces vies, elles sont très importantes, elles valent autant que les autres et c'est bien la solidarité qui fait que ce sont des financements publics qui permettent d'accéder aux soins de manière égalitaire. Donc ça, c'est un premier point. Et puis en plus, les personnes qui sont en ALD, encore une fois, c'est pas facile d'y accéder en ALD. Il ne suffit pas de demander à son médecin. Il y a un parcours qui est difficile et il n'y a pas de dimension de responsabilisation. Et ce que veut faire le gouvernement, c'est de dire que parfois vous êtes en ALD, mais vous pourriez être dans un autre dispositif. Mais les patients qui sont ALD sont tous plus malades que les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi des restes à charge plus importants que les autres. On pense parfois, parce qu'on va vite dans le débat public, que les gens qui sont en ALD, ils n'ont pas de frais de santé. C'est pas vrai. En fait, ils ont des restes à charge après la Sécu, après les complémentaires, plus importants que les autres. Parce qu'en fait, ils sont plus malades que les autres. Et donc, c'est pour ça que le dispositif existe. C'est parce que c'est des gens qui sont très malades. Donc, vouloir raboter sur le dispositif ALD, ça va faire quoi ? C'est des gens qui sont malades, dont personne ne conteste le fait qu'ils sont malades,
vont devoir payer plus. Le rapport, le rapport un instant, hein, le rapport, comment dire, de l'inspection de l'IGAS de l'année dernière qui parle des ALD, il est incapable de montrer qu'il y a de la fraude à l'ALD. Ce qu'il peut montrer, c'est qu'éventuellement, parfois, les médecins, plutôt que de distinguer ce qui relève de l'ALD et ce qui ne relève pas de l'ALD, ils ne le font pas. Mais à aucun moment, comment dire, il y a de la fraude à l'ALD, ça n'existe pas. C'est des gens qui sont très malades, qui payent déjà un reste à charge souvent supérieur aux autres, à qui on va demander de payer plus. Et donc ça va avoir des effets évidemment dévastateurs en termes d'accès aux soins, et surtout, et ça peut aussi avoir des effets en fonction du calibrage du dispositif sur les complémentaires santé, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que des gens qui sont très malades, probablement effectivement un peu moins que les autres ALD, mais des gens qui sont très malades, on va moins bien les rembourser, donc ils vont avoir besoin de couverture santé plus couvrantes. Mais en fait, le marché, il ne veut pas de ça. Il n'en veut pas des grands risques. D'ailleurs, aujourd'hui, l'une des arnaques, si on peut dire, du marché des complémentaires santé, c'est que les gens qui sont très malades sont couverts par la sécurité sociale, pas par les complémentaires. Et donc là, vous allez avoir plein de gens qui sont très malades, qui vont rentrer qui vont chercher à acheter des complémentaires plus couvrantes, et ça va leur coûter d'autant plus cher. Donc tout ça n'a pas de sens. Oui. Autre que budgétaire. Parce que là, effectivement, pour faire des économies, c'est facile. Il suffit de ne pas rembourser les malades. Merci Nicolas. J'ai l'impression qu'en fait, plus on discute de ça, plus c'était couru d'avance, mais le gouvernement essaye de faire tout pour absolument ne pas toucher à l'imposition des plus riches et des grandes entreprises. Vous, Attaque, c'est ce que vous attelez à dire, martelez à dire. Parlons des recettes, arrêtons de parler seulement des dépenses. De toute façon, c'est comme tout le monde. Hein, quand on a un déséquilibre, soit on dépense moins, soit on va chercher pour gagner plus. Donc, je le disais, Attaque, vous cessez de rappeler qu'au lieu de s'attaquer aux dépenses, on peut s'attaquer aux recettes. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des aides aux entreprises ? Parce que ça, c'est un rapport sénatorial vient d'ailleurs de sortir là-dessus. C'est 211 milliards d'euros par an. En tout cas, c'est ce qui a été examiné pour 2023, mais c'est des chiffres qu'on avait retrouvés aussi pour les années d'avant. Je vous renvoie d'ailleurs à l'Instant Penché de la semaine dernière et à l'entretien qu'on a fait du sénateur Fabien Gay, qui est à l'origine, qui est président de la commission de ce rapport. On dit tout le temps, on est un pays qui impose le plus, nos entreprises et nos riches sont accablés par les impôts, mais en fait, on est aussi un pays qui subventionne énormément ces grandes entreprises, surtout. Oui, ce sont eux les assistés en fait. C'est ça qui est rigolo, on l'entendait là sur la santé, mais il y a cette volonté de casser la population. Les chômeurs ont fait des réformes, c'est de leur faute s'ils n'ont pas de travail, alors que ce sont des mauvaises politiques sur l'emploi. Et là, c'est les malades, c'est de leur faute s'ils sont malades, voilà. Et là, c'est la même chose, donc c'est un peu essayer d'agiter le chiffon rouge et détourner le regard. En fait, les assistés, ce sont les ultra-riches et grandes entreprises. Et donc, cette commission d'enquête sénatoriale montre enfin qu'il y a bien zéro transparence, zéro suivi. On ne sait rien sur ces 211 milliards d'aides publiques. Ce qu'on sait maintenant, et c'est confirmé, c'est que c'est bien le premier budget de l'État, c'est ce qui coûte donc le plus cher, qu'il n'y a pas de conditions. Voilà, il n'y a pas de contrôle. Les entreprises elles-mêmes ne peuvent pas dire combien elles ont perçu. Et c'est un système extrêmement complexe, nébuleux. C'est-à-dire, il y a plus de 2200 dispositifs dont on ne peut même pas assurer le suivi. Donc, c'est là où il y a forcément une manne financière. Et là où ça va plus loin, c'est qu'au-delà du fait que c'est le premier budget de l'État et que ça coûte très cher, il y a aussi beaucoup de situations inacceptables d'un point de vue éthique en termes de justice, puisque des aides, des grandes entreprises vont recevoir des aides, alors qu'elles peuvent licencier, alors qu'elles peuvent délocaliser, alors qu'elles peuvent avoir une activité très polluante. Et alors aussi, c'est le cas par exemple pour Total, peuvent enregistrer, être des champions du CAC 40 et enregistrer des dividendes records. Et là, on arrive à une situation assez dingue, c'est qu'on enregistre un record, le taux de pauvreté. Les ultra-riches, leurs revenus s'envolent depuis 20 ans. C'est un rapport de Bercy qui le montre et qui a fait le lien direct avec le creusement des inégalités. Et encore cette année, c'est même déprimant parce que c'est chaque année, on a battu un record de dividendes. Et donc, quand on met ces trois éléments-là et qu'on se rend compte qu'il y a une volonté que de vouloir agir que sur la dépense qui est stable depuis 2017, donc depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la dépense publique n'a pas bougé, elle a même un peu baissé. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut urgemment agir sur les recettes, parce qu'en réalité, sur les aides publiques qui ne sont pas contrôlées, on ne sait pas du coup si cet argent est efficace ou pas.
sauf que sur les différents dispositifs fiscaux qui ont été mis en place, comme la suppression de l'ISF, la mise en place de la flat tax, la baisse des impôts de production, on n'a pas de résultats tangibles. Et donc ça, c'est les fameux rapports de France Stratégie de Matignon qui disent que sur l'emploi et l'investissement, on n'a pas vu de résultats. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un vrai problème de recettes et qu'il faut agir sur les recettes. Et là, le gouvernement... plus c'est gros, plus ça passe, nous dit « Oh non, c'est la panique, c'est les dépenses ». Et c'est pour ça qu'on agit sur la dette. Parce que ce qui fait qu'il instrumentalise en disant « C'est la panique, il faut agir sur les dépenses alors qu'elles sont stables » et que le problème, c'est vraiment les recettes, on a voulu montrer que du coup, la dette qui est responsable, c'est bien les 207, depuis 2017, c'est 207 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises, ce qui représente un quart de la dette. Donc la dette a explosé d'un quart, dû à ces cadeaux fiscaux qui n'ont pas de résultat. Donc, il y a un moment, on ne peut pas entendre, on ne peut pas accepter qu'il va falloir agir sur les dépenses et donc, en gros, faire baisser le niveau de vie des gens, creuser les inégalités pendant que les ultra-riches et multinationales sont épargnés. Et là, on assiste à quelque chose de massif en termes de la façon dont on les épargne, c'est-à-dire qu'ils payent moins d'impôts que les autres, ils ne payent pas d'impôts sur l'activité qu'ils réalisent là où ils la réalisent. On est dans une situation... un niveau d'injustice qui est tel que d'ailleurs on est dans une situation explosive. Et nous, on pense qu'il y a un enjeu majeur déjà à déconstruire le discours sur la dette et à montrer qu'il faut agir sur les recettes et qu'il y a de vraies solutions sur les recettes beaucoup plus justes et surtout beaucoup plus efficaces. Parce que quand j'entends sur la santé, on parle de 5 milliards. La suppression de la flat tax, c'est 9 milliards. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils choisissent des mesures qui ne rapportent pas tant que ça. Et nous, dans 2 mesures qu'on porte, par exemple, c'est la taxe Zuckman qui pourrait rapporter jusqu'à 25 milliards. Et aussi, on a fait une note sur la révision des niches fiscales qui pourrait rapporter de 17 à 19 milliards. On a déjà les 43, bidules, puisqu'ils ont ajouté le budget militaire. On les a déjà atteints avec ces 2 mesures-là. C'est bien une volonté politique de ne pas vouloir, de laisser tranquille les ultra-riches et multinationales sous un dogme qui n'est pas démontrer la vision économique néolibérale, alors qu'on est dans une situation écologique et sociale où on ne peut plus se permettre de faire des propositions aussi obsolètes. Justement, sur la taxe Zuckman, t'en parles, donc je me permets. L'économiste et ses équipes ont travaillé sur un impôt à hauteur de 2% pour les 0,01% des plus riches en France. C'est 1800 foyers fiscaux qui possèdent un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros et qui sont proportionnellement moins imposés que les autres Français, il faut le rappeler. Pour le gouvernement, ce serait injuste et cela ferait partir les riches, partir les entrepreneurs de la France. Et je cite Gabriel Zuckman, qui a beaucoup de travail pour déconstruire les fausses idées. L'injustice actuelle, elle est dans le fait que les milliardaires échappent à l'impôt avec un taux de prélèvement obligatoire 2 fois plus faible que celui du français moyen. C'est ces injustices que le taux plancher viendrait corriger. Ensuite, rappeler l'arithmétique de base. La fortune des milliardaires n'est pas dormante. Elle génère des revenus de l'ordre de 5-6% par an en moyenne, largement de quoi payer un impôt de 2% sans avoir à vendre quoi que ce soit. Mais le gouvernement n'est pas d'accord. Ils ont encore répété que cela fragiliserait l'économie. Voilà, on a cette peur de faire partir les riches et les entrepreneurs en France. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, en tant qu'économiste? Est-ce qu'on doit avoir peur de faire fuir les plus riches? Non, alors on n'a pas à avoir peur, et c'est très très intéressant là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas à avoir peur parce que de toutes les façons, on a bien vu que les mesures qui avaient été mises en place par Emmanuel Macron à partir de 2017, on nous a raconté un grand récit, un grand rapatriement fiscal, il va y avoir plein de gens qui sont partis, qui vont revenir. Quand on regarde ce que dit Bercy, quand on regarde les études, ça concerne finalement très peu de personnes avec un impact très relatif. Et donc c'est pour cela que je pense qu'il faut aller au-delà et se dire quelque chose qui doit nous interpeller. Nous avons des économistes très sérieux, M. Zuckman par exemple, Camille Landé, tant d'autres, on entendait Nicolas Da Silva parler à l'instant. On a des rapports qui viennent de France Stratégie, on a Bercy, etc. Rien ne vient contredire notre critique. Rien. Strictement rien. C'est-à-dire, on pourrait dire, ah oui, certains organismes, ils pencheraient à gauche, etc. Non. Bercy, est-ce que ce serait un repère d'ultra-gauchistes? Non. France Stratégie, le repère Matignon, les derniers trotskistes disponibles, non. Enfin, à moins qu'on me les ait cachés, et c'est la grande découverte du jour, il faut abandonner le discours. On a trouvé les derniers trotskistes, ils sont cachés à France Stratégie. Bon, voilà. Bon. Ils attendent la révolution permanente et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? 2 choses. On voit bien que nous sommes dans une situation idéologique massive et politique. C'est-à-dire qu'on aimerait que le discours de la raison
faits de chiffres, d'études, disent « Mon bon monsieur, tu as arrêté tes conneries. Regarde, qu'est-ce qu'on nous dit des gens très autorisés qui connaissent ?» Gabriel Zucman travaille sur ces questions depuis X années. C'est pas quelqu'un qui s'est improvisé lundi matin en disant « Ah tiens, je vais regarder ça. » Non, c'est quelqu'un qui connaît la littérature dans le domaine, qui connaît très bien. Ce qui me fait penser, et je vais arriver à mon deuxième point, aux mésaventures de Yanis Varoufakis. C'est très intéressant de revenir sur ça. Au moment où on fête, tristement, le nom des Grecs qui a été foulé aux pieds. Il faut lire ce que dit Yanis Varoufakis dans son expérience à l'Eurogroupe, qui est cet organe financier européen où se discutaient, les orientations, qu'est-ce qu'on allait faire sur la Grèce. Yanis Varoufakis, et vous allez voir pourquoi je fais ce détour, raconte quoi ? Il arrive comme un bon économiste universitaire et il est convaincu qu'il va montrer aux uns et aux autres que l'austérité qu'on veut imposer à la Grèce est un suicide économique, que ça va foutre l'Europe en l'air, il ne faut pas faire ça. Donc il arrive, bon économiste comme il se doit, il dit bon, ça va, c'est PowerPoint, il montre ça. Et il se rend compte de quoi quand il dit dans ses mémoires que, on ne l'écoute pas, ils sont cyniques, incompétents. Et il dit même, j'aurais pu chanter l'hymne polonais, ça revenait au même. Donc ça veut dire qu'il arrive avec une rationalité économique très claire, comme celle que nous démontrons ici. Quand il y a un but politique idéologique, il pourrait dire ce qu'il veut en démontrant ça du mieux possible, ça ne sera pas entendu. Et là, on retrouve la même chose. Nous avons effectivement des gens très compétents qui nous expliquent la déconstruction de ce discours et que si c'était la raison qui devait l'emporter. Et c'est là qu'on retrouve, encore une chose, ce que disait Hannah Arendt dans l'idéologie, son étude du système totalitaire, ce qu'elle appelait le sursens idéologique. Qu'est-ce que c'est ? Elle dit, dans les idéologues, quand la réalité donne tort, que disent les idéologues ? C'est la réalité qui a tort. Et ce n'est pas eux. Eh bien là, c'est ça. La réalité a tort. Donc l'idée que tout le monde va fuir, etc., alors que par les chiffres, on le voit que ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été démontré. Ça n'a jamais été démontré. Bon, même chose. On entendait tout à l'heure Nicolas da Silva nous expliquer le rapport de l'IGAS, etc. Donc, c'est l'IGAS. C'est pas des gens qui improvisent ça le soir avant de dormir après un barbecue. Bon, non, on n'écoute pas. Et maintenant, allons dans la question politique, encore une fois. Dans quel cadre ce débat a lieu ? Dans quel cadre ces subventions ont eu lieu de majorité en majorité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le cadre que nous avons construit en 1992, autour de Maastricht, et qui fait qu'il n'y a qu'une seule politique possible et non aménageable, c'est une politique de l'offre. Pourquoi ? Parce qu'on a inventé une horreur en 1990 qui s'appelle la libre circulation des capitaux en Europe. Donc les capitaux vont où ils veulent, dans les conditions qu'ils souhaitent, tandis que les salariés ou la sécurité sociale, elle est moins mobile. Donc comme elle est moins mobile, elle a moins d'arguments. Attention, je vais partir. Attention, je vais produire ailleurs. Comme tu bouges moins et tu es moins mobile et tu as moins de rapport de force de ton côté, eh bien l'ajustement, c'est toi qui vas le payer. Et donc... Et comme on dit en économie, l'ajustement se fait sur le facteur de production le moins mobile, en gros les travailleurs, en gros la protection sociale qui est territorialisée. Donc, comme on ne pouvait plus manipuler la monnaie puisqu'on n'a plus de monnaie, eh bien on a trouvé par la dette un moyen de subventionner les entreprises sans même savoir ce qu'on fait, de la sursubvention. Parce qu'on est obsédé par un truc qui flingue tout en Europe, la compétitivité. Ça, c'est le vice dans l'affaire. Et donc, dans un cadre européen, eh bien évidemment, si on doit parler un langage qui va effrayer certains, on est dans un rapport de classe. Donc n'ayons pas peur d'employer ces mots qui ont disparu. Donc on fait une politique de classe. Donc la politique qui est conduite depuis les années 90 jusqu'à nos jours, c'est une politique de classe. Car partout en Europe, on a fait les mêmes réformes. On a précarisé, on a flexibilisé, on a mis en concurrence, parce que c'est cette logique. C'est ce qui s'est passé en 2008, 2011. Quand il y a eu la crise, ensuite la crise des dettes souveraines, on a dit pourquoi la dette s'envole en 2011 ? Les dépenses sociales. On nous a ressorti ça. Et là, on la recommence. Mais aujourd'hui, avec le rapport de force qui est le suivant, c'est-à-dire l'Europe que l'on a créée, dans le cadre, de la construction européenne. Pourquoi, par exemple, les cotisations sociales qui finançaient essentiellement la protection sociale, il y a eu une fiscalisation depuis les années 90 ? Parce qu'on a dit, attention, si on augmente un peu les cotisations, le coût du travail va être trop cher, donc on va perdre en compétitivité. Et comme les autres nous font une guerre fiscale qui est totalement déloyale, qu'est-ce qu'on a fait ? On a vu, par exemple, l'impôt sur les sociétés baisser de plus en plus, parce que les autres, c'est plus bas, etc. Donc, si on veut une politique progressiste,
Si on veut une politique plus juste, si on veut sortir de ces impasses, si on ne modifie pas ce cadre général européen, on finira toujours dans le même mur. Je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas complètement abandonner la question des dépenses, parce que des dépenses improductives, il y en a, mais il faut insister sur le fait qu'elles ne sont pas là où on le croit. Et je voudrais quand même dire quelque chose qui est très important, c'est que le plan de réduction des dépenses sur la santé est de l'ordre de 5,5 milliards. Et alors c'est très intéressant parce que c'est exactement ou à très peu de choses près l'évaluation qui avait été donnée par le Haut Conseil de l'avenir de l'assurance maladie sur les économies qu'on ferait en étendant la sécurité sociale au détriment des complémentaires santé. Parce que ce qui se joue, c'est aussi ça. Ce qui se joue à travers cet enjeu peut-être abstrait des dépenses publiques, des dépenses de sécurité sociale, c'est quel modèle on choisit pour financer et produire des soins de santé. Là, c'est mon cas parce que c'est là où je suis spécialiste, mais sur les autres secteurs d'activité aussi. Or, on sait très bien, et là, encore une fois, beaucoup de rapports sont venus le dire, des articles académiques, etc., que la sécurité sociale, c'est plus, égalitaire, puisque chacun cotise en fonction de ses moyens, reçoit en fonction de ses besoins de santé, mais c'est aussi plus efficace financièrement. Il y a moins de gabegie financière. Donc, on peut faire des économies. Et comment ? En disant que ce que la sécurité sociale fait mieux que les complémentaires santé, faisons-le faire par la sécurité sociale. Et donc là, on aurait ces 5,5 milliards d'euros d'économies demandées par Bayrou. Mais alors, pourquoi choisir des économies avec une méthode inégalitaire et inefficace plutôt qu'une méthode égalitaire et efficace? Et on pourrait aller plus loin pour faire des économies sur le système de santé, mais par ailleurs aussi. On sait très bien qu'on pourrait aller voir du côté des cliniques privées à but lucratif, on pourrait aller voir du côté de l'industrie pharmaceutique. Et pourtant, c'est toujours vers le patient qu'on va. Alors qu'on connaît, encore une fois, les grandes qualités de notre système de santé. Bien sûr, il a des défauts, mais il a des grandes qualités. Et ces grandes qualités, il faut s'appuyer dessus. Parce que l'un des enjeux pour le futur, pour évidemment le présent, mais pour le futur, c'est nous avons des dépenses de santé qui vont continuer à augmenter parce que la population vieillit, etc. La question, c'est comment est-ce qu'on les finance ? Est-ce qu'on décide, oui ou non, de les financer ? Est-ce qu'on laisse les gens malades ? Et si on les finance, est-ce que c'est par le privé ou par le public ? Le public, c'est plus efficace, plus égalitaire. Mais le privé, bien entendu, ça va satisfaire des intérêts particuliers. Mais est-ce que c'est ça que l'on souhaite ? Voilà le débat qu'il faut aussi être en mesure de poser. On rappelle que le privé coûte très cher à l'État français, on n'arrête pas de le dire, on sociabilise les pertes, on privatise les gains. Je renvoie quand même vers sur ce mythe, en fait. Moi, je dis mythe on a besoin des riches, on a besoin des grandes entreprises. Sur le livre d'Attaque et de l'Observatoire des multinationales qui s'appelle Super Profiteur, le petit livre noir du CAC 40, où on apprend dedans qu'en fait, nos champions nationaux, nos grandes entreprises dont on est très fiers, en fait, pourraient nous coûter plus cher qu'elles nous rapportent. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous conseille d'aller lire pour aller plus loin. Et pour revenir sur les annonces de Bayrou, toi, que je le disais, qui est dans les combats avec Attaque, on l'a un peu dit, mais est-ce que tout ça, on se sert du déficit, on se sert des chiffres pour appliquer une idéologie politique qui est la casse du modèle social? Parce que là, même si, moi j'étudie le budget tous les ans, on en parle beaucoup avec Thomas Porcher sur le plateau, mais j'ai l'impression qu'on s'habitue à se dire, ce sera encore l'austérité, ce sera encore l'austérité. Mais j'ai l'impression qu'on va quand même de plus en plus loin dans les pas. La retraite était un gros pas, les 35 heures c'est un gros pas, l'ALD c'est un gros pas. On voit de plus en plus d'acquis sociaux où avant on n'aurait pas pu s'attaquer, on n'aurait pas pu dire on va peut-être les 35 heures, je sais pas. Et là on a l'impression que tout devient de plus en plus autorisé dans le débat public. Est-ce que tu le ressens, toi ? Oui, là, ça a été un peu évoqué, mais on est dans une bataille culturelle, donc idéologique, mais culturelle. Il y a un enjeu puisque les chiffres ne fonctionnent pas, les réalités, on n'a plus de prise sur le réel, on a des annonces qui sont dystopiques. C'est fenêtre d'Overton sur fenêtre d'Overton. On ne sait même plus comment gérer le culot, l'indécence, la bêtise de ces annonces, en fait. Et donc, sur la bataille culturelle, il faut quand même continuer à produire, expliquer, à faire de la pédagogie, à dire non, c'est pas comme ça qui se passe. Mais il faut aussi s'organiser. Et c'est pour ça que nous, on pense que il va se passer. La question budgétaire va être un sujet majeur là à la rentrée, qui peut nous réunir largement en fait. Ça fait consensus. On est en train de se faire avoir. Et c'est vraiment la grande bataille finalement. Est-ce qu'on pourrait pas retourner le fameux de Margaret Thatcher qui disait Tina, there's no alternative. Eh bien faire la réaction
réappropriation et dire là, il n'y a plus d'alternative. Et nous, c'est ce qu'on dit. On est arrivé à un tel niveau de crise démocratique, sociale et écologique que l'heure est à changer totalement. Le logiciel ne va pas. Et sur la question donc, de pourquoi il s'obstine à mettre les intérêts privés au-dessus de l'intérêt général, elle est bien là, la bataille culturelle. À quoi sert un État ? Quelle société on veut ? C'est que l'action publique finance l'intérêt général et pas les profits de quelques-uns. Et c'est ça qu'on essaie tout le temps de mettre en avant. C'est que, est-ce que c'est d'intérêt général ? Non. Alors, donc, il faut porter une société d'intérêt général. Mais là, ça va plus loin. C'est pour ça qu'on dit qu'un autre budget est possible, il est nécessaire, mais on va plus loin maintenant. On dit qu'il est vital. C'est-à-dire que si on s'obstine à s'enfoncer dans cette idéologie qui, en fait, va tout simplement détruire le modèle social, affaiblir la protection sociale, donc juste dégrader la vie des gens et rendre encore plus pauvres les pauvres, pourquoi faire ? Puisqu'au final, le phénomène de concentration des richesses est incontrôlable. Et la réalité, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent sur le marché, quoi. Donc, comme il y a cette vision... ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Donc, ils cherchent dans les retraites, ils recherchent un petit peu partout pour, en fait, récupérer des parts du gâteau, parce que les parts se réduisent de plus en plus. Mais là, on a un problème, c'est qu'on a une crise écologique et la population augmente. Enfin, la population est énorme. En 2 siècles, on a fait une population qui a explosé comparée à 300 000 ans. Donc, c'est une proposition qui est totalement obsolète. En fait, on a, en plus, avec Trump, le multilatéralisme est complètement remis en question. On constate concrètement qu'on est dans une impasse néolibérale et qu'on est dans une crise écologique majeure. Donc, à quel moment placer les intérêts privés pour imaginer une action publique peut fonctionner? Non, c'est juste aller droit dans le beurre. Et ça, il faut montrer que c'est un modèle poussiéreux, c'est un modèle qui marchait dans une autre époque. Mais là, c'est pour ça, 1941, ça a été dit, mais c'était une autre époque. Et là, l'époque a changé. Et en plus, de manière fulgurante, on est passé quand même à une vitesse lumière. C'est-à-dire que là, en quelques années, beaucoup de choses se sont considérablement accélérées. Donc, il faut s'adapter. Et c'est sûrement pas en voulant continuer de suivre une doctrine qui n'a pas montré de résultats. Puis rappelons-le pour conclure, ce plan-là qui s'appelle le moment de vérité quand même, après tout ce qu'on vient de dire, le moment de vérité, là, ce plan, est-ce qu'on rappelle qu'il sera inefficace pour même leurs questions à eux, la compétitivité, l'investissement, l'emploi, les chiffres du chômage, les services publics. Enfin, parce qu'on en a très peu parlé des services publics, mais ce plan-là, il sera inefficace même pour leurs objectifs budgétaires à eux. Mais, oui, parce que quand on observe, comment dire, là encore, même sur juste 30 ou 40 ans, toutes les fois où il y a eu, ces tentatives de réduire les services qu'on va proposer à la population, que l'on va, par exemple, malmener les chômeurs, est-ce que ça s'est traduit par plus, même si après on peut discuter l'objectif de croissance, est-ce que c'est traduit par plus de production, plus de revenus, plus de richesse ? Non. Donc c'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner. Et juste un mot, le signe où on marche sur sa tête, c'est-à-dire que quand on apprend l'économie à des étudiants ou des élèves et on parle de la politique budgétaire, on dit bon, il y a des objectifs intermédiaires et des objectifs finaux. Les objectifs intermédiaires, c'est le déficit et la dette, mais les objectifs finaux, c'est la croissance, le plein emploi. Depuis les années 1990, nous sommes gouvernés par les objectifs intermédiaires. C'est-à-dire, on a oublié les objectifs finaux, c'est-à-dire un bien-être, une production de revenus supplémentaires. On est dans ce que Suppiot avait appelé la gouvernance par les nombres. Donc, ce qui est terrible, et moi qui me lasse, parce que comme effectivement je suis passionné d'histoire économique et j'écris un livre à ce sujet, c'est que quand on remonte dans les débats des années même 80, 90, ce discours de Bayrou, on l'entend déjà. Moi, j'invite à relire ce petit texte de Pierre Bourdieu qui était paru dans Libération dans les années 90, qui disait « Non à la pensée, Tietmeyer ». Tietmeyer, il était à la tête de la banque allemande de l'époque. Si on lit ce texte et on oublie qu'il a été écrit dans les années 90 par Pierre Bourdieu, qui est maintenant décédé, on a l'impression que le texte a été écrit hier soir. Donc c'est pour ça que le discours que j'ai entendu de Bayrou, non seulement économiquement il ne tient pas, socialement il est insupportable, et je suis lassé. Alors j'aurais voulu être beaucoup plus jeune pour avoir le sentiment de dire « Ah, je ne l'ai jamais entendu !» Mais c'est là que malheureusement ma date de naissance me rattrape et me dit « Mince, je l'ai déjà entendu depuis plus de 30 ans ». Et puis tu l'as rappelé, la conclusion c'est aussi les dividendes qui explosent, les 500 Français les plus riches qui ont vu leur fortune multipliée par 14
en 3 décennies. Voilà, faut rappeler ce genre de chiffres. Moi, j'aime bien marteler les chiffres parce que c'est un peu des rappels de l'efficacité ou non, pour certains, de la politique économique qui est en place depuis maintenant plusieurs décennies. Je vous remercie, vous trois, pour votre analyse. Yuli Yamamoto, porte-parole d'Attaque, Frédéric Farah, économiste et essayiste, et Nicolas Da Silva, économiste spécialisé dans la sécurité sociale. Merci beaucoup à vous trois. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Éco. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Stérin qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.